Notre focus sera consacré à l'Éthiopie, frappée il y a 30 ans par la famine, qui essaye aujourd'hui d'assurer sa sécurité alimentaire. Puis nous irons en Somalie où Mastercard tente de profiter de l'interdiction des transferts bancaires dans le pays pour proposer ses propres services. Enfin, passion ou pratique barbare, les avis divergent. Direction l'Afrique du Sud où les chasseurs professionnels assurent que leur passion permet la protection des espèces sauvages. Mais d'abord, les titres de l'actualité. Encore une semaine sanglante au Nigeria avec plus de 70 personnes tuées dans des attaques attribuées au groupe islamiste Boko Haram. 2 explosions près d'un centre commercial et d'une mosquée à Jos, dans le centre du Nigeria, tandis qu'un bâtiment gouvernemental dans la ville de Zaria au nord a été pris pour cible par un attentat suicide mercredi. L'armée nigériane a affirmé mercredi avoir arrêté le présumé cerveau des attentats du groupe islamiste Boko Haram à Jos. 77 sièges sur 100, le parti du président au pouvoir Pierre Nkurunziza au Burundi a largement remporté les élections législatives. Les groupes d'opposition ont rejeté les résultats après des semaines de protestations et une répression violente par les forces de sécurité. 8 jours après un attentat sanglant qui a tué 38 touristes dans un contexte de menaces djihadistes croissantes, le chef de l'État tunisien Béji Caïd Essebsi a décrété samedi l'état d'urgence. Mais cette proclamation a suscité des interrogations, certains craignant une restriction des libertés publiques. L'armée française a annoncé mardi la mort d'un responsable d'AQMI au Mali. L'organisateur présumé de l'enlèvement en 2011 de 2 Français a été tué lors d'une opération des forces spéciales françaises. 2 soldats des forces spéciales françaises ont été soupçonnés d'attouchement sur 2 fillettes au Burkina Faso, où ils participaient à l'opération antiterroriste Barkhane. Un des 2 soldats a été mis en examen vendredi soir à Paris et laissé en liberté. Dernier préparatif avant la visite du président américain Barack Obama au Kenya, la compagnie Tone Theater met en scène une nouvelle comédie musicale intitulée Obama Dreams from a Father. Elle sera interprétée le 14 juillet à Nairobi dans le cadre des festivités pour célébrer la première visite de Barack Obama dans sa terre natale. De la famine qui a frappé l'Éthiopie en 1984-85, les habitants se souviennent des victimes succombant dans les rues de Mekele. 30 ans plus tard, la capitale du Tigré, dans le nord éthiopien, témoigne du chemin parcouru par le pays. Des échoppes en bois remplies de fruits et légumes, le bétail qui déambule dans les allées étroites. C'est l'affluence sur le marché de Mekele, dans la province du Tigré, au nord de l'Éthiopie. Teki Agos est vendeur de céréales. Aujourd'hui, ses affaires sont prospères. Il se souvient de ces mêmes allées durant la famine de 1984-1985, qui a fait, selon les bilans, entre 400 000 et 1 million de morts. À cette époque, la situation était vraiment dramatique. Les personnes mouraient dans la rue sans que l'on comprenne pourquoi. La municipalité ramassait les corps et les emmenait en voiture pour les enterrer. Au début des années 80, alors que l'Éthiopie est victime d'une sécheresse sévère, la dictature marxiste de Mengistu Haile Mariam tente d'affaiblir les rebelles du Nord et entraîne le pays dans une famine sans précédent. Mais 30 ans plus tard, les images d'enfants affamés qui avaient choqué et ému le monde entier sont bien loin. D'ambitieux projets d'irrigation dans des villages tels que Abrahatzbea permettent à ces sols arides de devenir de précieuses terres arables. Une 50aine de réservoirs retiennent les eaux de la saison des pluies. Et les résultats sont impressionnants. Ce système a permis à la production agricole du village d'être multipliée par 4. Grâce à ce projet, nous assurons notre sécurité alimentaire. Ces gens qui ne mangeaient qu'une fois par jour ont désormais 3 repas par jour. Le réservoir va se remplir et verdir les environs, ce qui permettra aux champs du village d'avoir suffisamment d'eau pour être cultivés. Le gouvernement éthiopien espère sortir de la pauvreté et rejoindre les pays à revenus intermédiaires d'ici 2025. Un objectif ambitieux. Mais ici, dans la province du Tigré, la végétation a déjà repris ses droits sur le paysage de sable et de pierre. Après 20 ans de conflits urbains, un taux de chômage très élevé et une économie dévastée, Souleymane Mohamed, comme beaucoup d'autres Somaliens, a mis beaucoup de temps pour trouver un emploi stable. Pendant des années, il a survécu grâce à des aides provenant de sa famille à Nairobi et aux États-Unis. Ses proches envoyaient de l'argent par transfert bancaire via un système appelé Hawala. Une aide financière qui lui a permis de payer son loyer et de garder ses 4 enfants à l'école. Depuis quelques mois, le gouvernement tente d'interdire les Hawala pour éviter le blanchiment d'argent et le financement des chebabs.
Ces derniers mois, nous avons eu beaucoup de problèmes avec les fermetures de transfert de fonds. Nairobi les a fermés. Les sociétés de Hawala ont été fermées par les États-Unis et l'Angleterre. C'est devenu de plus en plus difficile pour nous. Nous ne pouvions plus recevoir d'espèces de nos familles. Fortement impactées par ces fermetures, les familles somaliennes vont pouvoir être rassurées. Mastercard s'installe en Somalie. En partenariat avec la première banque du pays, Première Banque, la société va distribuer des cartes de paiement internationales, une première dans le pays. 5 distributeurs automatiques vont être installés et 15 000 cartes délivrées avant la fin de l'année. Cette implantation est une première étape pour sortir le pays de nombreuses années d'exclusion de l'économie mondiale. Pour Abdi Aziz Ibrahim, économiste somalien, le mouvement est le signe d'une volonté de Mastercard de prendre des risques en Afrique et d'entrer en Somalie avant son principal concurrent Visa. La Somalie est un des endroits les plus dangereux pour investir, mais une société comme Mastercard est prête à prendre ce risque. Venir en Somalie parce que ce pays se remet de 2 décennies de guerre et que son économie est en convalescence. Les choses devraient changer dans un futur proche. Un changement positif qui a lieu dans un contexte sécuritaire très fragile. La Somalie est victime d'attaques sanglantes des Chebabs chassés de Mogadiscio depuis août 2011. Ils contrôlent toujours de larges zones rurales et ont abandonné le combat conventionnel pour des attentats suicides, notamment dans la capitale Mogadiscio. Identifier la proie, s'approcher sans se faire repérer de l'animal, les conditions de la chasse sont réunies, une antilope est en vue à 100 mètres. Adri vise et le blessbox s'effondre, tué sur le coup. Cette chasseuse de 57 ans est aussi la directrice de FASA, l'association des chasseurs professionnels d'Afrique du Sud. Comme beaucoup d'autres confrères, elle a déjà reçu des insultes et des menaces de mort à cause de son activité, des messages qu'elle ne comprend pas. Pensez aux vaches qu'on amène à l'abattoir, le stress qu'elles subissent, alors que cette antilope ne savait même pas que j'étais là. Elle n'a pas senti la mort venir. Les chasseurs professionnels de FASA font venir de riches amateurs étrangers, majoritairement américains, qui sont prêts à payer cher pour pister et tuer des antilopes, des buffles, des félins ou des éléphants. Comptez entre 80 000 et 130 000 euros, selon les pays, pour une chasse au lion de 20 jours. L'Afrique n'a pas le luxe d'argumenter sur ce sujet du point de vue européen, qui est très isolé. Pour que les animaux sauvages survivent et prospèrent sur ce continent, il faut que les habitants, les communautés locales en tirent les bénéfices. Et le seul bénéfice possible est financier. Et il faut qu'il n'y ait pas de conflit avec les animaux, notamment dans l'agriculture. Avant de tirer sur le blessbock, Adri a échoué plusieurs fois. Les animaux ont senti les humains et pris la fuite. Ou ce n'était pas la bonne proie. Les chasseurs professionnels ne visent que des vieux mâles qui ne participent plus à la reproduction. Autant de conditions pour que la chasse puisse être qualifiée de responsable et durable. D'où l'indignation des chasseurs quand certains gouvernements de pays riches prennent des mesures contre la chasse aux trophées. Certains pays interdisent l'importation de trophées de chasse. Les États-Unis l'ont fait avec l'ivoire d'éléphant en provenance du Zimbabwe ou de la Tanzanie, et l'Australie l'a fait avec les trophées de rhinocéros ou de lions pour toute l'Afrique. Cela a des conséquences pour l'industrie de la chasse, et si les affaires sont affectées, alors pas de bénéfices et pas de protection de l'environnement non plus. Après la chasse, Adri pose pour la photo souvenir. Elle récupérera ensuite la viande et le trophée, c'est-à-dire le crâne et la peau. Elle sait qu'elle n'a aucune chance de faire partager sa passion au grand public. Mais son association veut lutter sur le terrain des arguments, pas de l'émotion. Car les chasseurs en Afrique du Sud se considèrent comme un maillon essentiel de la protection de la nature. Prochaine édition d'Afrique, nous partons au Kenya qui se bat au quotidien contre l'excision. Malgré les lois interdisant la pratique, de nombreuses filles sont encore mutilées. Puis nous irons au Rwanda où 7 lions d'Afrique du Sud ont été réintroduits pour la première fois depuis la disparition de l'espèce dans le pays à la fin des années 90 pendant le génocide. À la semaine prochaine!